Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère que vous allez très bien. Et pour commencer, on va parler donc d'une petite surprise. Ça y est, c'est maintenant officiel. Davide Brivio est de retour en MotoGP. Alors je vous rappelle que c'était par exemple l'un des hommes les plus importants du projet Suzuki. Il a permis entre autres de permettre à Suzuki d'aller chercher ce titre de champion du monde de pilote en 2020. Et justement, à la fin de cette saison 2020, il a donc décidé de quitter Suzuki et le MotoGP afin de rejoindre Alpine en F1 avant de quitter cette catégorie et Alpine à la fin de la saison 2023. Et c'est quand même une petite surprise, en 2023 il y avait par exemple donc des rumeurs sur une possible arrivée chez Honda, et bah il n'en est rien. Il a donc décidé de rejoindre Aprilia, mais pas Aprilia Usine, Aprilia Satellite avec l'équipe Trackhouse. Et il va donc tout simplement devenir le team principal de cette équipe. Pour vous aiguiller, avant au sein de l'équipe RNF, c'était Razlan Razali qui avait donc ce poste. À noter aussi que l'ancien team manager de l'équipe RNF, qui est donc maintenant l'équipe Trackhouse, Wilco Zilenberg, lui va bien garder sa place. On attend évidemment de Davide Brivio, avec sa riche expérience, de pouvoir donc un peu plus aiguiller l'équipe Trackhouse qui fait entre guillemets ses débuts en MotoGP, même si la grande majorité de cette équipe c'est l'équipe RNF, donc bon, elle connaît la catégorie. Mais voilà, on va se servir de son expérience pour faire en sorte que Trackhouse soit une équipe encore plus forte. Et on voit clairement l'investissement des Américains au sein de cette équipe en MotoGP. Et je trouve que c'est une très très bonne chose et ça fait réellement plaisir à voir ce que ça donnera en 2024. Mais pour l'instant, on a de très bonnes ondes. Allez, maintenant pour continuer, on va donc se voir les propos du pilote français Johan Zarco sur cette Honda 2024. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé après les vidéos de test où c'est vrai, je n'ai pas énormément parlé de Johan. Il faut quand même avouer qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup de déclarations, mais là maintenant on a pas mal de choses, on a du concret et on va donc se lire tout ça. Zarco commence simplement en disant: j'apprécie la façon dont Honda a établi ses plans pour 2024. Les 4 pilotes comparent et partagent des données. Et c'est crucial de pouvoir améliorer la moto et être prêt à se battre pour les meilleures positions. Nous avons enregistré quelques points positifs lors des tests et nous devons continuer à travailler dans d'autres domaines. Mais globalement, je suis satisfait du travail accompli. C'est très positif parce que j'ai senti de bonnes choses à Valencia que j'ai pu confirmer ici pour être à l'aise sur la moto. Quand il dit ici, il parle évidemment de Sepang. J'ai plaisir à la piloter. Je sens qu'elle va me permettre de pouvoir me transcender quand tout ira bien et je sais que de cette manière, il y a moyen de faire de beaux résultats. Et avant de revenir un petit peu plus profondément sur les propos de Johan avec mon avis, j'avais envie tout d'abord de vous montrer les propos donc du boss entre guillemets du team HRC en MotoGP, Alberto Puig, mais aussi donc du boss de LCR, Lucio Cecchinello. Commençons donc par Alberto Puig qui a donc déclaré sur le pilote français: nous avons un pilote expérimenté avec Johan dans l'autre équipe et ce serait bien de lui apporter un soutien. Ce n'est pas très facile d'avoir tout l'équipement pour tous les pilotes en même temps, mais Honda et HRC font de gros efforts pour cela et nous verrons quels en seront les bénéfices. Alors ces propos ils sont courts mais je pense qu'ils sont importants parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu inquiets de l'investissement du constructeur japonais, surtout par rapport aux équipes satellites. On sait que les pilotes usines auront leur mot à dire évidemment et que c'est eux qui vont mener le développement de cette machine, mais qu'est-ce que ça va donner du point de vue du team LCR, du team satellite, surtout avec un pilote comme Johan Zarco qui a de l'expérience et on pouvait espérer quand même que Honda se serve de l'expérience du pilote français. Et bah ça semble être bien le cas. On apporte du matériel 2024 à Johan pour faire en sorte qu'il aide aussi au développement de cette moto et apparemment d'après les propos de tous les pilotes, c'est pas que Johan qui aide au développement, c'est aussi Nakagami. On a les 4 pilotes Honda qui travaillent, on peut même dire les 5 avec le pilote satellite Stefan Bradl. Bref, tout le monde travaille main dans la main et c'est quelque chose qui paraît assez banal, mais c'est quelque chose qui n'était pas réellement le cas dans les années précédentes avec Marc Marquez. Il faut le bien dire, Honda était clairement concentré sur l'espagnol et les autres pilotes, on n'écoutait pas spécialement ce qu'ils avaient à dire et surtout quand Marquez était plus là, et finalement on arrêtait le développement. Là on voit qu'on est totalement dans une autre philosophie et ça c'est donc un point extrêmement important pour Johan, mais aussi d'un point de vue général pour Honda. On termine donc avec les propos de Lucio Cecchinello qui est aussi positif en déclarant: nous savions qu'il pourrait y avoir le risque qu'une fois qu'il aurait essayé notre moto, ils disent oula, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, il est arrivé en étant très calme. Il n'a pas vraiment apprécié la moto de 2023, mais dès qu'il est passé au modèle de 2024 à Valence, il a dit qu'il s'agissait d'une moto qui a clairement des points positifs par rapport à la Ducati et aussi des points négatifs sur lesquels travailler. Et puis le fait que nous lui ayons offert un contrat de 2 ans et que nous soyons également ouverts à l'idée de renouveler ce contrat à l'avenir, car nous avons besoin de pilotes d'expérience comme lui pour développer la moto. Je pense que cela le rend plus calme et plus détendu, plus en sécurité pour travailler
pas à pas. Et bah là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a une sacrée ribambelle de bonnes informations. LCR est pour l'instant tellement satisfait du travail de Johan Zarco qu'on peut déjà parler possiblement d'un renouvellement de contrat. C'est quand même assez dingue. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Johan a 2 ans de contrat devant lui. On verra bien. De toute façon, je crois que dans ce contrat, il y a justement une option d'une 3e année. Bref, c'est encore une autre histoire et on n'en est pas encore là. On voit aussi les propos d'Alberto Puig qui est clairement content du travail de Johan et qui surtout permet à Honda d'avoir un investissement pour les 4 pilotes. C'est génial. Et avec les propos du pilote français, on voit aussi que pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a des défauts. Il va falloir améliorer cette moto. Et c'est ce que je rappelle à chaque fois. N'attendez pas que Honda joue le titre de champion du monde, joue la victoire. Il y a beaucoup d'ondes positives, mais on était tellement loin par rapport à la concurrence européenne qu'il va falloir faire encore des pas et des pas et des pas en avant. Mais ce qui est important de retenir, c'est que déjà, on fait justement des pas en avant. Et c'est aussi le cas de Yamaha. Évidemment, il y a beaucoup de critiques. Évidemment qu'on voudrait plus. Évidemment qu'on voudrait voir les 2 constructeurs japonais au plus haut niveau et se battre pour le championnat du monde. Mais pour l'instant, il y a déjà du positif. On va mieux, on change un peu sa façon de faire. On travaille plus vite, on trouve des choses qui fonctionnent. Cette Honda 2024, comme on a pu le voir, semble vraiment bien fonctionner. Johan Zarco, en tout cas, est convaincu de ce premier véritable prototype comparé à la Honda 2023, qui était normalement, je rappelle, une moto aboutie quand Johan Zarco l'a testé. C'est dire. Donc, il y a vraiment de très bonnes choses. À de voir ce qui va se passer au cours de cette saison. J'espère que Zarco pourra être assez régulièrement dans le top 10, qu'il pourra possiblement jouer aussi des top 5. Et allez, après, rêvons peut-être un peu plus. Mais voilà, il ne faut pas se précipiter. Attendons de voir. En tout cas, du point de vue de Honda, avec les concessions, j'espère vraiment que le constructeur va pouvoir passer un sacré step au cours de cette saison. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, eh ben on peut clairement avoir de très bons espoirs. Allez, pour continuer, on va donc revenir aussi sur les déclarations d'un autre pilote, d'un constructeur japonais, c'est donc Alex Rins. Vous m'avez aussi pas mal demandé ses propos, alors il n'y a pas grand chose quand même en termes de déclaration pour le pilote espagnol. Bref, on va donc se voir ce qu'il a pu déclarer. Déjà, il rassure entre guillemets sur son état physique. Il a donc dit: je n'ai eu des difficultés que le premier jour du test IRTA, les 2 jours du shakedown se sont bien passés. Puis j'ai eu un peu de douleur le premier jour de l'IRTA. Les 2e et 3e jours ont été à nouveau parfait. Je peux piloter la moto à ma façon, sans douleur, c'est une bonne chose. Et il revient aussi sur quelque chose que je trouve très intéressant. Rappelez-vous, lors des tests de Sepang, on a beaucoup parlé de la vitesse de pointe, par exemple donc de Fabio Quartararo, 338, 339, c'était aussi le cas, rappelez-vous, lors du shakedown. Je crois qu'on a terminé aux alentours de 335 lors du jour 3, mais bref, en tout cas, on a pu souvent voir que Fabio Quartararo était plus rapide en termes de meilleure vitesse de pointe que son coéquipier Alex Rins, et justement, il l'explique, et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi Fabio est aussi rapide, entre guillemets, en termes de vitesse de pointe. Il a donc déclaré: c'est parce que le capteur de vitesse maximale est placé juste au point de freinage. D'après les données, vous pouvez voir que Fabio freine 5 à 7 mètres plus tard que moi. Et c'est ce que je vous dis très souvent. Les meilleures vitesses de pointe souvent diffèrent par rapport à plein de choses, par rapport au fait qu'on peut freiner beaucoup plus tard, qu'on peut aussi complètement rater son freinage, qu'on sorte d'une manière assez particulière dans le virage juste avant. Et là on voit que Fabio freine beaucoup plus tard. Alors attention, ça ne veut pas dire que Fabio a raté son freinage, mais plutôt que tout simplement sur cette Yamaha, pour l'instant le pilote français, c'est assez logique, est plus à l'aise et freine donc beaucoup plus tard avec sa moto que le pilote espagnol, que Rins. En tout cas, sur la moto, il déclare: pour moi, cette moto est un peu meilleure en termes d'accélération. Mais c'est vrai que quand on veut pousser pour un temps au tour ou un rythme de course, on a plus d'efforts que les autres. Je suis assez content car nous avons réalisé de bons tests jusqu'à présent. Voilà donc les quelques déclarations d'Alex Rins. Clairement, il n'y a pas énormément de choses, on peut en apprendre quand même un petit peu plus sur son premier véritable ressenti sur la moto, sur son état physique aussi, ça va mieux et ça c'est aussi très important. Alors après, comme lui il a pu le déclarer, le souci, et on a pu aussi le voir avec les propos de Fabio Quartararo, cette mauvaise nouvelle du jour 3, on a toujours ce gros problème quand on attaque le chrono pour un temps qualif. Et ça me fait un peu peur. Moi, personnellement, c'est ce qui m'inquiète franchement, parce qu'en 2023, on avait déjà ce souci, alors que la Yamaha était vraiment intéressante dans le rythme de course. Et ben en qualif, on était toujours 6, 8, 1 seconde plus lent que les autres. Et donc, vous imaginez bien qu'à ce niveau-là, c'est trop. Et c'est impossible d'arriver à concrètement rivaliser. Et en 2024, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même situation. Et c'est là où je suis vachement déçu, parce que on sait que c'était l'un des problèmes principaux qu'avait cette Yamaha 2023, pardon. Alors, avec cette Yamaha 2024, j'avais de grands espoirs qu'enfin on arrive à régler concrètement ce souci. Et finalement, on se retrouve encore dans la même situation. On ne sait encore pas trop comment le régler. Fabio disait que pour l'instant, ils sont un peu paumés sur comment on peut régler ce problème, qu'est-ce qu'on peut bien faire.
Et ça m'inquiète parce que ça me rappelle évidemment les propos qu'on avait pu avoir l'année dernière à Sepang et ça a duré toute l'année. Alors est-ce que ça va durer une nouvelle fois toute l'année en 2024 ? Je sais pas, je me répète, il y a les concessions, on va continuer de travailler, on va espérer aussi avoir pas mal de nouveautés. Je croise les doigts, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Bref, on n'est pas spécialement là pour parler de Yama et de Fabio, restons sur Rins. Il a pu faire quand même des débuts assez intéressants, il est évidemment pas totalement mis en lumière, il est assez loin à la fin de cette journée 3, hein. Je crois qu'il est 14e si je me trompe pas, donc c'est loin pour Rins, il est 16e pardon, donc compliqué évidemment pour le pilote espagnol, Fabio est quand même 11e, donc bon, on est là où on doit être, pour l'instant les autres sont meilleurs, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui même Honda est meilleur, donc va falloir trouver quelque chose pour s'améliorer, et vite, pour le début de la saison au Qatar. Maintenant, ça risque d'être compliqué, mais j'ai envie de vous dire, comme pour Honda, on croise les doigts. Et on verra bien ce que pourra faire Rins et Fabio Quartararo. Mais une nouvelle fois, l'équipe satellite manque à Yamaha pour développer plus vite et surtout pour avoir plus d'informations. Allez, on arrive donc maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va se voir une interview d'un pilote que vous connaissez bien, un ancien pilote MotoGP et qui est donc aujourd'hui le commentateur sur Canal+, c'est évidemment Randy Depugné. Et il a déclaré pas mal de choses par rapport à Ducati qui sont très intéressantes, mais je voulais surtout moi revenir sur la partie qui concerne Marc Marquez. Et pour Randy Depugné, d'après son avis à lui évidemment, il déclare que pour lui Ducati va tout faire pour entre guillemets empêcher Marc Marquez de gagner trop de courses avec la Ducati. On se dit ça. Il déclare donc, moi Marquez, je le vois très vite. D'ailleurs, ça s'est vu au test de Valence où il avait l'air, je ne vais pas dire de se promener, mais de ne prendre aucun risque. Et il était déjà dans le coup. Donc il n'a pas fait n'importe quoi. Il n'a pas voulu dire, regardez, j'ai une Ducati, je vais exploser tout le monde au chrono. Non, il est resté sage, il a appris tranquillement, mais moi je le vois devant. Maintenant, d'après ce que j'ai entendu, il va bénéficier de la moto 2023, mais pas de la dernière évolution. C'est la moto qu'avait Johann Zarco, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui donner la meilleure machine 2023. On parle donc possiblement de ne pas avoir ce nouveau super système de départ qu'on a pu apercevoir à la fin de la saison chez Ducati, et du coup Randy Depugné déclare aussi déjà, et il y a peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas. Donc ils vont tout faire quand même pour éviter qu'il gagne trop de courses et qu'il gagne le championnat. Parce que chez Ducati, on l'a vu avec Martin, ça aurait fait désordre que Pramac aille chercher le titre, ce qui est logique. C'est sûr que si Martin s'était battu contre une KTM, une Aprilia ou autre chose, ils auraient tout fait pour l'aider. Mais là, ils n'ont pas tout fait pour l'aider, il faut être honnête, c'est comme ça, et malheureusement, c'est normal. La seule chance d'un team satellite d'être champion, c'est qu'ils ne se battent pas en face à face avec l'usine. Donc pour Marquez, voilà, ils lui mettent déjà un petit peu des bâtons dans les roues en donnant une moto qui peut être un step moins bien que la moto de Bagnaia, et un demi-step par rapport à la moto que Bagnaia utilisait en fin d'année avec Martin. Mais je le vois quand même devant. C'est comme à un moment donné, il y avait Martin qui se battait contre Bagnaia, forcément Ducati préférerait que ce soit Bagnaia qui gagne. C'est logique. Et là, Marquez avec une moto 2023, pas encore de génération fin d'année, du milieu d'année, j'en sais rien, d'aller gagner le championnat, ça ferait désordre. Alors Bagnaia a annoncé que la moto 2024 est encore meilleure, donc s'ils creusent un écart, ça va leur faire de l'air. Sinon, ça va être dur pour eux, mais moi, je n'attends que ça. Alors, on a eu aussi pas mal de déclarations de Randy Depugné sur la situation qu'on a pu voir au Qatar entre ce fameux pneumatique et Jorge Martin. Je ne vous y ai pas trop lu parce que je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour vous résumer ça, Randy Depugné, lui, pense qu'il n'y a pas eu de problème avec le pneu Michelin, mais que c'est plutôt Ducati qui a, entre guillemets, tripoté quelque chose au sein de la moto. Bon, c'est chacun son avis, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si jamais vous voulez aller lire ça, comme d'habitude, le lien est en description. Je vous invite évidemment à lire les déclarations complètes. Moi, je voulais là principalement me concentrer donc sur ces propos qui sont pour Marquez. En tout cas, pour Marquez, je suis assez d'accord avec lui. Je crois qu'on l'a appris lors des tests de Valence, justement que Marquez n'allait pas avoir la dernière édition de cette moto 2023, de cette Ducati 2023. Je ne sais plus qui l'a dit chez Ducati, si c'est Gigi Dall'Igna ou quelqu'un d'autre, mais je crois qu'on avait dit qu'il y avait des évolutions au cours de cette saison 2023 et surtout dans la fin d'année qui clairement apportaient des problèmes et ne fonctionnaient pas aussi bien qu'on ne le voulait. Et donc c'est pour ça que finalement cette Ducati 2023 en 2024 n'aura pas ces nouvelles et dernières évolutions. C'est l'explication qu'on nous avait donnée chez Ducati.
Bon, vous le croyez ou non, je ne sais pas trop. En tout cas, si on n'a par exemple pas ce nouveau système de départ, je pense que là, on n'a pas vraiment l'excuse de dire que ça ne fonctionnait pas. Parce que ce système de départ à la fin de la saison 2023 sur la Ducati, il fonctionnait extrêmement bien. Et il a mis même une sacrée gifle à tout le monde. Rappelez-vous, pendant pas mal de temps, la moto qui partait le mieux, c'était la KTM. À la fin de l'année, la Ducati, c'était beaucoup mieux du point de vue du départ. Donc je sais pas trop ce que l'on peut imaginer, si oui il y a un problème ou non, ou si Ducati clairement essaie de brider la moto 2023. Moi je pense déjà personnellement qu'on n'a pas trop envie non plus qu'on ait 50 pilotes Ducati qui jouent le championnat du monde, parce qu'il faut pas oublier que oui en 2023 on a pu avoir la lutte Martin-Bagnaia, mais précédemment c'était la lutte entre Bezzecchi et Bagnaia, et Bezzecchi lui il avait la moto de 2022. C'est pour ça que concrètement je pense que Ducati avec ses choix possibles essaie de s'enlever une épine dans le pied, parce que vous imaginez bien que ça la foutait mal qu'une équipe satellite gagne face à une équipe usine, mais osez imaginer que c'est la moto de l'année dernière qui gagne face au team usine, et en plus face à la moto donc officielle de l'année en cours. Ça serait quand même pour l'image de marque vraiment pas très bon pour Ducati. Donc on se rend compte que clairement Ducati, c'est sûr, ils veulent que ce soit une Ducati qui gagne, mais principalement il faudrait quand même plus que ce soit l'équipe usine, et même si des fois c'est un petit peu dommage peut-être, c'est tout à fait logique que Ducati soutienne en premier l'équipe d'usine. Hein, il faut le comprendre, c'est là où on injecte le plus d'argent, c'est là aussi où on a les plus gros sponsors qui mettent le plus d'argent sur la table, c'est tout à fait logique aussi pour l'image de marque, donc il faut totalement le comprendre. Je pense que c'est pas quelque chose qui est totalement anormal. Alors selon moi en fait ces déclarations de Randy Depugné s'appliquent techniquement à tous les pilotes qui ont une Ducati 2023 au cours de cette saison 2024. Là on parle de Marc Marquez, mais finalement ça s'applique aussi à Alex Marquez ou encore même à Marco Bezzecchi qui s'est battu pour le championnat du monde en 2023. Donc il faudra voir comment tout ça va évoluer. Je pense clairement que Ducati a envie entre guillemets de s'enlever un petit peu une épine du pied. Je pense aussi clairement que cette Ducati 2024 qui semble extrêmement bien née, et c'est par exemple Enea Bassini qui a déclaré que cette moto était tout simplement meilleure partout. Donc on va en voir encore un step en plus entre la Ducati 2023 et la Ducati 2024, sans parler des dernières innovations qu'on n'aura pas sur la Ducati 2023 qu'on avait pu avoir en fin de saison 2023 pour les pilotes usine et pour Pramac. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc je pense concrètement que lors de cette future saison, on va quand même avoir un step entre la Ducati 2023 et la Ducati 2024. Un step qui sera, je pense, beaucoup plus grand que ce que l'on a pu avoir en 2023 entre la Ducati 2022 et la Ducati 2023. Et tout ça donc dans un vœu déjà de faire une meilleure moto comparée aux autres constructeurs, mais aussi de franchir un plus grand step par rapport aux pilotes qui auront la Ducati 2023 et d'essayer donc de favoriser entre gros guillemets les pilotes qui auront celle de 2024 et d'essayer encore une fois donc que ce soit plus les pilotes usines qui jouent le championnat du monde et qui possiblement le gagnent plutôt que les teams satellites. Donc voilà, en tout cas pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu, et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes, ciao.